ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment le cerveau s'adapte à ces contraintes, et notamment grâce à quels signaux sensoriels qui sont multiples. Donc, étant donné que c'est une thématique un petit peu compliquée pour moi, je me suis dit, je vais au moins utiliser une tâche simple, qui est la tâche d'atteinte manuelle de cible. Selon cette illustration de Descartes, on voit que pour atteindre une cible visuelle ici, le cerveau va utiliser des informations visuelles. Je vois la cible, je dois la localiser. Mais avant de réaliser le mouvement, je dois savoir où est ma main. Si la cible est ici, que je suis là ou là, évidemment, il faut que je sache où est ma main pour définir les commandes motrices. Donc le problème qui n'est pas très bien résolu actuellement, c'est de savoir comment je définis la position de ma main. Est-ce que c'est grâce à la vision, ou est-ce que c'est grâce à la proprioception, c'est-à-dire aux afférences sensorielles, notamment au niveau des muscles. Alors maintenant, pour savoir si la vision contribue au contrôle du mouvement, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire? On éteint la lumière. Et donc, on sait très bien que la vision contribue, mais on sait également qu'on arrive à faire des mouvements assez coordonnés dans l'obscurité. Et ça, c'est principalement grâce aux afférences sensorielles proprioceptives ainsi qu'aux commandes motrices. Maintenant, pour étudier vraiment la proprioception et savoir son rôle, je pense que des belles illustrations proviennent de l'étude de patients désapparentés. Donc pour l'instant, je vous montre simplement la tâche utilisée chez un sujet contrôle. Seiber et collaborateurs ont demandé à des sujets de mimer le mouvement de trancher le pain. Et ici, on voit une vue de côté, la trajectoire du doigt, tout simplement, et on voit que ces sujets normaux sont capables tout à fait de réaliser un mouvement linéaire et de revenir sur la même trajectoire. Maintenant, qu'en est-il de patients proprioceptivement désafférentés, c'est-à-dire qui ont eu une dégénérescence des fibres afférentes sensorielles, mais qui ont des voies descendantes parfaitement normales. Et ces patients ont des problèmes, donc vu de côté, encore une fois, ont des problèmes de coordination au niveau du mouvement donc multisegmentaire, parce qu'on doit bouger à la fois l'épaule et tout pour ces mouvements, et on voit bien que ces patients, quand ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, ils n'arrivent pas à coordonner leur mouvement. Et ce qui a été suggéré par ces auteurs, grâce à des analyses cinématiques, électromyographiques et de dynamique inverse, c'est que ces patients, sans proprioception, ne sont pas capables de comprendre ou de modéliser les interactions entre un segment corporel qui bouge et ses effets sur le segment adjacent. Donc quand je bouge l'épaule, ça va avoir un effet sur le segment adjacent, et ces patients n'arrivent pas à le modéliser. Donc la proprioception serait critique pour contrôler la dynamique entre les segments corporels. Nous nous sommes intéressés par la suite au rôle de la proprioception dans la coordination du mouvement, et nous avons utilisé une pratique assez classique. Cette fois, on bute dessus, nous voyons la position de départ, et on demande au sujet d'atteindre une cible visuelle présentée droit devant eux. De temps en temps, nous déplaçons la cible à l'initiation du mouvement. De temps en temps, il ne va pas y avoir de déplacement de cible, de temps en temps, ça va sauter à droite, à gauche. Ici, dans le cas d'un déplacement de cible vers la droite, nous voyons que les sujets démarrent directement vers la cible, et suite à un délai qui est environ de 200 millisecondes, on va avoir des ajustements de trajectoire. Les sujets, dans cette tâche qui devait traverser la cible le plus précisément possible, arrivent à corriger et à atteindre la cible. Donc c'est tout à fait difficile quand on parle de l'homme en tant que prédateur, de pouvoir adapter son comportement par rapport à, par exemple, une proie. Maintenant, nous avons testé des sujets âgés, et nous voyons des sujets de 55 ans, excusez-moi. Et nous voyons que lorsque le déplacement de cible est à droite ou à gauche, nous voyons que les sujets sont capables de corriger aussitôt que les sujets jeunes, donc tout va bien de ce côté-là, mais en moyenne, c'est un rythme tardif et également plus variable, ce qui cause des déficits un petit peu en termes de précision finale. Et pourquoi nous avons testé des jeunes, des personnes de 55 ans? C'était pour vraiment pouvoir comparer ces résultats avec une patiente désafférentée de 55 ans. Ah, donc, on est rassuré. Voilà, on est bien. Donc, j'ai montré juste avant les problèmes de coordination que vous pouvez estimer peut-être pas majeurs finalement dans la vie de tous les jours. Simplement, cette illustration montre que cette dame elle a quand même des problèmes dans le sens où elle a décidé qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle ne peut pas marcher, elle est en fauteuil roulant. On peut en rediscuter si vous voulez dans les questions, dans le sens où est-ce qu'elle peut ou elle ne peut pas. Mais en tout cas, quand on la teste dans cette même tâche, dans exactement les mêmes conditions, on voit qu'elle est capable d'initier des corrections du côté de la cible déplacée. C'est également la même chose de l'autre côté. Mais on voit encore une fois des problèmes de coordination importants. Et cette étude montre également que la proprioception semble importante pour la coordination
des mouvements multi-articulaires. Donc, ces diapos montrent simplement le rôle important de la proprioception pour comprendre bien les forces qui agissent sur le membre. Les études classiques qui ont permis d'étudier comment est-ce que le cerveau peut s'adapter à des forces qui agissent sur le membre, des nouvelles forces, ce sont des dispositifs de type robotique où on va demander à un sujet d'atteindre le site visuel et pendant qu'on fait le mouvement, le bras robotisé va vous pousser, va vous perturber. On peut obtenir le même type de perturbation en mettant le sujet assis sur une plateforme de rotation ou un manège. Quand vous êtes sur un manège, vous devez atteindre le site visuel devant vous. Le fait d'être en rotation va créer une force qui, par exemple, si vous tournez dans ce sens ou que le cerveau ou que le robot pousse dans ce sens, vous voyez que les forces vont perturber la trajectoire de bras. Donc nous allons voir un petit peu les résultats tout à l'heure quand je présenterai le sujet contrôle. Mais pour l'instant, je vous dirais simplement qu'on peut s'adapter à des nouveaux champs de force, tout comme quand on va dans l'espace ou quand on va en microgravité, mais que surtout des adaptations similaires à ces perturbations sont observées que l'on soit en conditions normales, visuelles, que l'on soit dans l'obscurité ou que l'on soit aveugle de naissance. Donc encore une fois, ces travaux suggèrent que c'est la proprioception, puisqu'on peut le faire sans vision, c'est la proprioception qui est importante pour comprendre les perturbations rencontrées et pour mettre à jour finalement la représentation de ces centrales, des dynamiques du monde. Pardon. Donc la question que nous sommes posée, tous les travaux précédemment pour montrer l'importance de la proprioception, est-ce que la vision, donc sans la proprioception, peut être utilisée pour apprendre des nouvelles dynamiques? Et également, puisque nous allons tester des sujets, une patiente désaférentée avec de la vision, les contrôles auront à la fois la vision et également la proprioception. Donc est-ce que l'intégration de ces deux signaux sensoriels va permettre d'être meilleure qu'un seul signe sensoriel pour mettre à jour le modèle interne de la représentation centrale de ce nouveau champ de force. Donc nous avons choisi de tester une patiente désaférentée qui est un cas extrêmement rare dans le monde sur une plateforme de rotation. Donc cette patiente, il y a des biopsies qui montrent qu'elle est bien désaférentée à partir de la bouche ou en tout cas sous le nez. Et nous avons testé 6 sujets de même âge, donc de 60 ans, sur une plateforme de rotation. Donc les sujets en position de départ, les sujets étaient tous droitiers, devaient atteindre 3 cibles visuelles présentées de manière aléatoire. Dans un pré-test, la plateforme ne bougeait pas, donc ils étaient assis face à une table, ils devaient atteindre des cibles comme ça. Ensuite, on se mettait en rotation. Nous allons voir, donc, analyser comment est-ce que le sujet va s'adapter à ce nouveau champ de force. Et ensuite, on arrête la rotation et on va retester le sujet à l'arrêt qui doit pointer vers des cibles visuelles. Donc ici, nous sommes en pré-test. Rien ne bouge, nous sommes assis devant une table, il y a des cibles droit devant. Pour un contrôle, on voit bien que les sujets atteignent précisément les cibles en grisé. Les trajectoires sont linéaires, donc il semblerait que pour le système, c'est important évidemment d'atteindre la cible, mais également, il y a toujours cette ligne droite présente. Si par exemple vous me tendez un verre et que vous me voyez faire ça, vous allez dire peut-être qu'il a un problème ce garçon. Donc vraiment, on a vu donc, au niveau des migrations des organes, également on parle de trajectoire linéaire, donc ça semble important. Ici on a représenté en bleu les pics d'accélération et en rouge les pics de vitesse. Donc vous voyez vraiment le comportement très stéréotypé. En contraste, chez la patiente, nous voyons des trajectoires beaucoup plus variables, plus courbes, avec des erreurs un petit peu vers la droite, un petit peu de surestimation, mais des corrections qui permettent d'atteindre la cible. Et on voit également les pics de vitesse et les pics d'accélération qui sont plus variables. Donc la variabilité est également apparente lorsqu'on présente les profils de vitesse, beaucoup plus de variabilité chez la patiente par rapport au contrôle ici, et également chez les profils d'accélération, beaucoup plus variables chez la patiente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se met en rotation? Donc ceci, c'est notre dispositif expérimental. La rotation est un petit peu plus rapide que ça, il y a un petit problème. Et donc, le dispositif, nous sommes dans l'obscurité pour éviter que les gens aient le mal de transport. Mais en tout cas, les sujets voient exactement ce qu'ils font. Ici, on le voit un petit peu. Donc c'est complètement éclairé. Et les gens voient ce qu'ils font. Et donc, ça tourne à une vitesse de 120 degrés par seconde. C'est-à-dire qu'on fait un tour en 3 secondes, c'est correct, on n'est pas malade, hein. Personne ne va mal. Donc ici, je représente, nous sommes toujours ici en position à l'arrêt. En noir, tous les derniers essais de ces mouvements. Ici, j'ai séparé la position de départ pour qu'on voit bien les mouvements vers les 3 cibles. On voit bien que tout le monde essaie d'aller droit vers la cible. J'ai déjà montré ça tout à l'heure, et la patiente également. Dans ce cas-ci, si j'avais mis ces données en noir, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait dit où est la patiente. Donc ça a l'air
corrects, simplement les plus variables quand on monte toutes les données. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se met en rotation? Premier essai, pour tous les sujets, on voit que toutes les trajectoires sont perturbées vers la droite. C'était vers là que le champ de force est poussé. Donc la main est amenée vers la droite, donc c'est une trajectoire vue dessus, pardon. Et pour la patiente, elle est perturbée de la même manière que les sujets contrôle. Et ce qu'on voit également, c'est qu'elle arrive à corriger de la même manière, au même moment, pour atteindre la cible à la fin. Donc finalement, elle est perturbée, mais elle atteint la cible. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de changer quelque chose au niveau des transformations sensorimotrices? Mais il semble qu'après 90 essais, la chose qui est importante, qu'est-ce qu'on fait? On restaure la linéarité. Et en fait, on se retrouve dans les mêmes conditions qu'en pré-test. Cette fois, on a un champ de force qui est appliqué sur le bras, mais on arrive toujours à travailler de manière linéaire. Et la patiente ne se distingue toujours pas des contrôles. Donc là, vraiment, on a la preuve qu'avec seulement la vision, sans proprioception, on peut s'adapter à un nouveau champ de force. Maintenant, si j'arrête la rotation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on observe toujours cette linéarité? Eh bien non. On a arrêté la plateforme, on a demandé aux personnes, allez-y, atteignez ces cibles visuelles le plus précisément possible. Et ce qu'on voit, c'est que tous les sujets présentent des erreurs directionnelles initiales trop vers la gauche.